20h passées de 30 minutes, c'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, un mois après la démolition de plusieurs habitations à Tanandav, dans la commune suburbaine de Tuamasna 2, les familles concernées réclament toujours une indemnisation qu'elles jugent conforme à la valeur de leurs biens. Elles demandent aux autorités et à la SPAT, gestionnaire du port de Tuamasna, de se pencher davantage sur leur situation. Selon les habitants, plusieurs familles restent aujourd'hui sans logement. Les détails. Un mois après la démolition de plusieurs habitations à Tanandav, Tuamasna, la situation reste difficile pour les familles concernées. Selon les habitants, près de 500 personnes auraient été touchées par ces démolitions. À ce jour, une soixantaine seulement auraient bénéficié d'une indemnisation. Pour cette jeune fille, les démolitions ont eu lieu au moment même où elle a passé son baccalauréat. Une situation qui, selon elle, a fortement perturbé ses conditions de préparation et d'examen. Cette mère de famille, propriétaire d'une école installée depuis 5 ans à Tanandav, affirme également disposer de documents justifiant ses droits sur le terrain. Elle dit notamment avoir entrepris les démarches administratives nécessaires et détenir les documents fonciers. Malgré cela, son établissement a lui aussi été démoli. Face à cette situation, les familles dont les habitations ont été détruites, ainsi que celles qui craignent encore une démolition, se sont réunies le week-end dernier. Elles réclament davantage de transparence dans le processus d'indemnisation et demandent que leurs droits soient pris en compte conformément aux dispositions légales. Aujourd'hui, plusieurs familles disent toujours être sans logement. Selon les informations recueillies sur place, les terrains concernés doivent notamment servir à l'aménagement d'un parking destiné aux camions du port. Pour les habitants, il faut trouver une solution leur permettant d'être indemnisés à la hauteur des biens perdus et de retrouver des conditions de vie décentes. Et toujours en fait divers, plusieurs dizaines de personnes sont tombées malades après avoir consommé de l'assiette composée dans une gargote à Mangarif Jabatoumar samedi dernier. Selon les enquêtes menées sur place, les personnes concernées présentent les mêmes symptômes: vomissements, diarrhée, maux de tête, difficultés respiratoires et vision trouble. Plus de 20 patients ont été admis à la JRA le samedi. Le dimanche, certains patients déjà rentrés chez eux ont de nouveau présenté des symptômes, portant le nombre de personnes touchées à environ 30. Aucun décès n'a été enregistré et tous les malades ont reçu des soins. La gargote concernée a été fermée à titre provisoire et une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cette intoxication. Dans la page politique, la SADC appelle les acteurs malagasy à privilégier le dialogue et à préserver le calme dans le pays. Dans son discours de clôture du 46e sommet hier à Durban, le président de la SADC, Cyril Ramaphosa, a également réaffirmé l'importance du retour de Madagascar à la normalité constitutionnelle. Gouvernance inclusive, institutions démocratiques, redevabilité et participation citoyenne, autant de principes mis en avant par l'organisation régionale. Reportage. Gouvernance inclusive, autrement dit, une participation de l'ensemble des parties prenantes, institutions démocratiques, redevabilité, respect des droits de l'homme et participation citoyenne, ce sont les principaux principes réaffirmés par la SADC dans sa résolution sur Madagascar et rappelés hier par son président Cyril Ramaphosa lors de la clôture du 46e sommet ordinaire de l'organisation à Durban. La SADC appelle également les acteurs à préserver le calme et à privilégier la voie du dialogue pour exprimer leurs revendications. Un appel à l'apaisement, mais aussi un message sur la nécessité d'un processus politique inclusif et respectueux de la Constitution. Et surtout, l'organisation régionale réaffirme son engagement en faveur du retour à la normalité constitutionnelle à Madagascar. Reste désormais à savoir comment ces principes seront concrètement traduits dans le processus de refondation. Qui participera au dialogue? Quelles garanties seront accordées aux différentes parties prenantes? Et surtout, quelle sera la feuille de route pour le retour à la normalité constitutionnelle?
Et en économie, le nombre d'emprunteurs a baissé de 12% au cours du premier semestre, selon le rapport du BIC ou Bureau d'information sur le crédit. L'encours global reste toutefois élevé, tandis que la qualité des remboursements s'améliore. Reportage. Le nombre d'emprunteurs ayant recours au crédit à tempérament a diminué au cours de l'année. Ils étaient 344 000 auparavant, contre 302 000 actuellement. L'encours global reste quant à lui autour de 1 760 milliards d'ariars. Concernant les remboursements, les retards de paiement de plus de 90 jours ont diminué de 27%. Pour les crédits non amortissables, le nombre de bénéficiaires est également en forte baisse. Ils étaient 116 843 l'année dernière contre 53 371 au premier semestre. L'encours de cette catégorie de crédit atteint toutefois 61,3 milliards d'ariars. Toujours selon les statistiques, les jeunes âgés de 19 à 24 ans sont parmi les principaux demandeurs de crédit. Les femmes représentent 52,9% des emprunteurs de crédit à tempérament, contre 46,3% pour les bénéficiaires de crédits non amortissables. Et nous allons faire une courte pause, restez avec nous. Mesdames et messieurs, nous voici dans la deuxième partie du journal. Bonsoir, si vous êtes en train de nous rejoindre, continuons avec les actualités sportives. Les résultats sont positifs pour Madagascar à l'issue de l'Open Africa de jiu-jitsu brésilien qui s'est tenu à l'île Maurice. Les combattants malagasy ont remporté 7 médailles d'or et 4 médailles d'argent durant la compétition. Noumassi Rardzon a également décroché un trophée majeur. Narsura Zakasson sur les images de Michel Ragoutsan. Madagascar a remporté 7 médailles d'or, 4 médailles d'argent ainsi qu'un trophée majeur lors de l'Open Africa organisé à l'île Maurice la semaine dernière. Parmi les combattants qui se sont particulièrement distingués figure Noumas Rardzon du club Chakmat, engagé dans la catégorie du moins de 82 kg, et Noji, moins de 80,30 kg. Le parcours n'a toutefois pas été facile pour lui. Il a dû livrer plusieurs combats avant de pouvoir ramener ses médailles et ce trophée à Madagascar. Au-delà d'avoir contribué à faire rayonner le pays, la participation à l'Open Africa a également permis à Noumas d'enrichir son expérience. Le parcours n'est cependant pas terminé pour ce pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Un autre grand rendez-vous l'attend, les championnats du monde. À noter que Noumas Rardzon a remporté 11 de ses 13 combats disputés lors de cet Open Africa. Rakutuarvuni Tuvunirin Amiadza Juan du club CCT est sacré champion de Madagascar d'échecs dans la catégorie N1. Dans la catégorie N2, le titre revient à Raduelnien Antsanambinsu du club Ankatsuki. Tous deux sont issus de la Ligue régionale d'Analamang. Jameson Rajanarmanan de Viva Interabe pour plus de détails. Le championnat de Madagascar d'échecs catégorie Open s'est tenu à Ntirabe depuis jeudi dernier et s'est achevé hier. La compétition a réuni des différentes catégories, hommes et femmes. Pour la catégorie N1, les champions des 11 ligues régionales de cette saison ont participé à la compétition, tandis que les champions de l'année dernière ont pris part à la compétition pour les joueurs qui n'avaient pas remporté le titre cette année. Cette compétition avait notamment pour objectif de sélectionner les joueurs qui représenteront Madagascar lors des compétitions internationales d'échecs. Les joueurs malagasy se distinguent cette année dans la discipline des échecs sur la scène africaine. Concernant les résultats, Rakutuarvuni Tuvunirin Amiadza Juan du club CCT est sacré champion de Madagascar dans la catégorie N1. Maraf Dilan du club MCG termine vice-champion.
En catégorie N2, le titre revient à Razuelniana Antsanambintsu du club Ankatsuki, tandis que Ramarsat Diyar termine vice-championne. Tous sont issus de la Ligue régionale d'Analamang. À noter que le championnat de Madagascar féminin ainsi que celui réservé aux vétérans seront également organisés prochainement dans la discipline des échecs à Antananarivo. Dans la page culturelle, Papa James, figure emblématique de la musique malagasy et l'un des artistes ayant contribué à faire rayonner la musique malagasy sur la scène africaine, est décédé hier selon des informations communiquées par ses proches et sa famille. Papa James et sa famille ont vécu et travaillé en Afrique du Sud pendant plus de 35 ans. Ces derniers mois, le ténor de la musique a traversé de lourdes épreuves. Une grande partie de ce qu'il avait construit durant plusieurs années à Durban, notamment des maisons, des véhicules, des restaurants et d'autres biens, a été détruite, pillée et incendiée lors des vagues de violence et de xénophobie en Afrique du Sud. Ces événements ont eu des conséquences sur sa santé. Il aurait été fortement affecté, aussi bien psychologiquement que physiquement, et son état de santé se serait rapidement dégradé après ces événements. C'est dans les années 70 que le nom de Papa James commence à s'imposer dans le monde artistique. Parmi les chansons qui l'ont rendu célèbre et ont traversé les générations figurent notamment Gomawe, Baby Adaladal et Tikuano. Il était également connu pour ses reprises de chansons de Johnny Hallyday. Et la grande famille de Viva présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et poursuivant par les actualités internationales, le vice-président du parti anti-guerre russe, Lablokolev Kolsberg, a été condamné lundi à 11 ans et 1 mois de prison pour des propos critiquant l'offensive de Moscou en Ukraine, lancée en février 2023. France 24. Honte. C'est le mot scandé par les soutiens de Lev Schlossberg. Cet homme de 63 ans, vice-président du parti russe anti-guerre Yabloko, vient d'être condamné à 11 ans et 1 mois de prison. En cause, ses propos critiques de l'offensive de Moscou en Ukraine. Nous surmonterons tout cela. C'est le prix de la paix et de la liberté. Je vous aime. Le tribunal a jugé l'homme politique coupable de fausses informations et d'actions publiques visant à discréditer l'armée russe. Sa femme, ici à l'image, est réconfortée par des sympathisants et membres de Yabloko. Le parti, le seul en Russie à s'opposer à la guerre, a annoncé faire appel de la décision et dénonce une désintégration de la justice russe. Du point de vue de la Constitution, cette sentence est totalement illégale. Imaginez, Lev Markovitch Schlossberg a été condamné pour 2 messages publiés sur Internet, non pas pour un crime contre une personne, mais pour des propos tenus. En juin dernier, un autre cadre du parti, Maxime Kruglov, était lui aussi condamné à plusieurs années de prison pour des propos s'opposant à la guerre. Un discours au cœur du programme du parti politique qui vient d'être interdit de participation aux élections législatives de septembre prochain. La décision a été confirmée lundi par la Cour suprême, devant laquelle des sympathisants étaient réunis. Des dizaines d'entre eux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Mais les cadres du parti restent déterminés à mener la bataille. Ils ont annoncé déposer un autre recours auprès du présidium de l'instance. L'Ukraine a lancé 620 drones sur Moscou et ses environs dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré le maire de la capitale russe dans le cadre de l'une des plus importantes attaques aériennes menées à Kiev, tandis que la Crimée, annexée par la Russie, a subi des coupures d'électricité à la suite des frappes. France 24. Estime que 620 drones ont été lancés dans la nuit, faisant 3 blessés, dont un enfant. Emmanuel Chaz, bonjour, vous êtes en direct de Kiev pour France 24. Les Ukrainiens confirment-ils cette offensive ?
Oui, tout à fait. Alors le ministère de la Défense a confirmé une frappe, en tout cas cette nuit, sur un centre logistique Wildberries dans la région de Moscou. Alors pourquoi ces frappes sur les centres logistiques? Pourquoi Wildberries? Eh bien, c'est une chaîne un peu similaire à Amazon que la Russie utilise notamment pour vendre des composants de drones, pour vendre des vestes de protection aux soldats, enfin pour financer finalement le budget de Moscou dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. D'ailleurs, la branche financière de Wildberries est sous le coup de sanctions européennes. Alors ces frappes, elles s'inscrivent dans une stratégie de destruction de ces centres logistiques, mais pas seulement. La nuit dernière, il y a aussi un entrepôt avec de l'aluminium, une entreprise qui fabriquait de l'aluminium qui semble avoir été en feu. Il y a plusieurs incendies qui se sont déclarés à Moscou et dans la région. Alors le maire de Moscou parle de plus de 600 drones qui ont été lancés contre la capitale, avec environ 200 qui ont été interceptés par la défense antiaérienne russe. Au total, ce serait 13 régions russes qui auraient été frappées par environ 800 drones. Ça pourrait être en fait l'attaque la plus large lancée par l'Ukraine. Ça s'inscrit également dans cette opération de plusieurs semaines qui avait été annoncée en juin, qui a en fait pour but de gripper la machine logistique russe et finalement de gripper l'effort de guerre russe. Voilà, 3 blessés côté russe, et je vous le disais en titre donc que les Russes ont également frappé près de Kharkiv à la frontière. Les Ukrainiens parlent de 10 morts. L'Ukraine, Emmanuel, qui est donc toujours en guerre et qui est plongée dans l'incertitude politique depuis un certain temps maintenant. Le pays attend toujours la composition complète du gouvernement et le Parlement, lui, la Rada, a repris ses activités aujourd'hui. Absolument. Après un mois de pause estivale, une pause très critiquée ici au sein de la société. Pourquoi? Eh bien parce que juste avant la pause, rappelez-vous, Volodymyr Zelensky avait remercié son gouvernement. Donc il avait nommé un nouveau gouvernement dont plusieurs ministres avaient été confirmés avant la pause estivale par la Rada, le Parlement ukrainien, comme il est d'usage, sauf que 2 postes clés, celui de la défense et celui des affaires étrangères, restaient toujours dans l'incertitude puisque le président n'avait nommé personne. Alors il y a des ministres intérimaires, Yevhen Khmara qui est à la défense et Andriy Sybiha aux affaires étrangères. Ce qui pose problème, ce sont 2 choses. C'est d'une part que Yevhen Khmara, qui est un militaire respecté, un soldat, un stratège reconnu et décoré ici, ancien chef de l'intelligence ukrainienne, eh bien il est toujours soldat. Or, selon la Constitution, un militaire ne peut pas faire partie du gouvernement. Second problème auquel vont devoir faire face les parlementaires, eh bien pendant un mois, il y a eu des manifestations avec des milliers de personnes à travers l'Ukraine qui ont réclamé le retour de l'ex-ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, extrêmement populaire et quasi limogé par Volodymyr Zelensky il y a un mois. Et à Varsovie, des archéologues mettent au jour les vestiges d'édifices détruits par les nazis en 1943. Ces fouilles permettent de documenter l'histoire de la communauté juive de la capitale et de préserver les traces du ghetto. France 24. Rarement un site archéologique aura suscité autant d'émotions en Pologne. Ici, au milieu des immeubles, des fouilles viennent de mettre au jour des pans entiers du ghetto de Varsovie. Des abris, des caves, où s'entassaient alors des centaines de familles juives. C'est un site fascinant, car il nous dit vraiment ce qu'était la vie dans le ghetto de Varsovie, alors que nous ne savons rien de ces gens qui s'y trouvaient. Et nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. À partir de 1940, les nazis ont enfermé sur 3 km² plus de 400 000 juifs derrière les murs de ce ghetto dans des conditions de vie inhumaines avant de les déporter. Sur ce site, il restait les derniers survivants, des résistants, ceux qui s'étaient révoltés en avril et mai 1943 et qui ont été abattus après le soulèvement. 83 ans après, les archéologues ont retrouvé une partie de leurs effets personnels, près de 3000 pièces, comme ces lunettes, des objets religieux ou encore leur vaisselle. Ce sont des choses très simples de la vie quotidienne. Cela nous montre que ces gens étaient réels, qu'ils étaient comme nous, et qu'ils ont été assassinés de manière horrible dans le ghetto de Varsovie. Ouvert au public jusqu'en octobre, ce site ne laisse personne indifférent.
comme ces touristes de Hambourg venus passer quelques jours à Varsovie. Je trouve cela très pesant. C'est toujours très touchant pour nous de voir quelque chose comme ça, même après tout ce temps. On connaît bien cette histoire, mais il y a très peu d'endroits comme ça où l'on peut voir des vestiges si parlants. À Varsovie, presque entièrement détruite pendant la guerre, il reste peu de traces du ghetto. Juste quelques murs et ces pavés du souvenir installés seulement depuis 2023, nous confie Anna Gutowska, qui a perdu ici sa grand-mère et ses deux grandes tantes. Je ne sais pas comment ils sont morts. Ils n'ont pas de tombe. Seule ma mère a réussi à quitter vivante le ghetto. Pour cette habitante de Varsovie, le travail des archéologues est essentiel. Sous chaque immeuble et terrain de ce quartier, dit-elle, il existe encore des traces de cette tragédie. Lors de travaux de rénovation, ici, nous avons trouvé une vieille bouteille datant d'avant la guerre. Nous l'avons sortie et nettoyée. C'est un témoignage supplémentaire. Chaque cuillère tordue, chaque morceau de chaussure raconte l'histoire des personnes qui ont péri ici. Dès l'année prochaine, le résultat de ces fouilles exceptionnelles sera montré ici dans cet immense musée de 3000 m² consacré au ghetto de Varsovie. On devrait y retrouver des documents, des milliers d'objets, ainsi que les témoignages des derniers survivants. Et nous voici au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.